En décembre 2025, une lettre suffit à renverser l'échiquier. En moins d'une journée, la Guinée-Bissau sort de la CEDEAO, prête serment à l'Alliance des États du Sahel et transforme une crise en bascule stratégique sans slogan ni raccourci qui reconfigure routes, ports, prix et sécurité. Pour les producteurs, transporteurs et familles, jusque dans les quartiers proches du port, que change ce corridor vers l'Atlantique? Et pourquoi Ibrahim Traoré y lie-t-il une souveraineté qui s'organise, se finance, puis se prouve par l'infrastructure? Ici, la géographie change de camp, et les calculs basculent à déjà. Ce qui est en jeu dépasse un simple changement d'adhésion institutionnelle. La sortie de la Guinée-Bissau d'un cadre régional hérité pose une question concrète. Une souveraineté peut-elle tenir lorsqu'elle s'exprime d'abord par des infrastructures, des routes et des accès logistiques plutôt que par des déclarations politiques? La promesse est claire, transformer une contrainte géographique ancienne en levier opérationnel mesurable. Mais le pari comporte un risque réel. En rompant avec des mécanismes régionaux établis, l'État côtier et ses nouveaux partenaires sahéliens s'exposent à des frictions diplomatiques, à des sanctions potentielles et à des incertitudes commerciales. La séquence oblige donc à évaluer non les intentions, mais la capacité à absorber ces chocs sans rupture systémique. L'intérêt pour le public est direct. Si le corridor atlantique fonctionne, il modifie les coûts d'un mode de transport, la disponibilité des produits et les opportunités d'emploi. S'il échoue, il peut accentuer l'isolement et la volatilité économique. Entre promesses d'autonomie organisée et risque de déséquilibre durable, la trajectoire reste ouverte, et c'est précisément cette tension qu'il faut examiner pas à pas. Un chiffre résume cette dynamique. Plus de 5000 km de routes ont été construits en 2 ans au Burkina Faso. Ce chiffre, rarement mis en avant, éclaire pourtant la logique qui rend la bascule atlantique crédible et explique pourquoi Ibrahim Traoré interprète la décision de la Guinée-Bissau comme l'aboutissement d'un processus déjà engagé plutôt qu'un coup de théâtre isolé. La rupture avec les cadres régionaux hérités ne surgit pas dans un vide politique. Depuis plusieurs années, les régimes sahéliens accumulent tensions, sanctions et désaccords avec des institutions perçues de moins en moins comme des outils de coopération et de plus en plus comme des mécanismes de contrainte. Dans ce contexte, la sortie de la Guinée-Bissau agit comme un accélérateur. Les négociations s'enlisaient, les suspensions se multipliaient et le discours sur la souveraineté gagnait en cohérence opérationnelle. L'élément décisif réside dans l'inversion de la séquence habituelle. Ici, l'infrastructure précède la diplomatie. Les routes intérieures, financées sans nouveaux prêts extérieurs, existaient déjà avant l'annonce officielle. Elle dessinait un réseau capable de se prolonger vers un débouché maritime. Cette continuité matérielle transforme une revendication politique en option logistique crédible. Pour Ibrahim Traoré, cette approche repose sur une idée simple. Sans capacité matérielle, la souveraineté reste un mot creux. Les investissements internes réalisés au Burkina Faso deviennent alors un référentiel pour l'ensemble du bloc sahélien. Il montre qu'un État enclavé peut réduire sa dépendance structurelle en construisant d'abord, puis en négociant ensuite. À ce stade, la question n'est plus de savoir comment la décision a été prise, mais pourquoi elle a pu être exécutée si rapidement. La réponse tient dans cette accumulation silencieuse de chantiers, de financements endogènes et de signaux préalables qui rendaient la bascule praticable. Le port de Bissau n'apparaît plus comme une promesse abstraite, mais comme l'extension logique d'un réseau déjà en place. Pour mesurer ce que produit réellement la bascule, il faut quitter les sommets diplomatiques et regarder le terrain. À Bissau, près du port, les discussions ne portent ni sur les traités, ni sur les communiqués, mais sur les chantiers annoncés, les tronçons pilotes et les emplois attendus. La recomposition prend ici une forme concrète, immédiatement lisible pour les acteurs locaux. Le plan dit Bissau Bullet 2026 devient rapidement un repère. Réhabilitation de quais, amélioration de la circulation côtière, connexion avec les axes intérieurs. Ces projets traduisent la décision politique en gestes techniques. Sur certains segments, des équipes mixtes travaillent déjà, mêlant ouvriers guinéens et techniciens venus du Burkina Faso. Cette coopération de chantier rend tangible une alliance souvent perçue comme abstraite.
un premier effet apparaît du côté agricole. Des coopératives burkinabées commencent à anticiper des circuits d'exportation sans intermédiaires européens. Avant même que les flux soient pleinement opérationnels, cette projection modifie les décisions de production et de stockage. La simple perspective d'un accès direct à l'Atlantique suffit à changer les comportements économiques. Dans ce rôle de référence idéologique, Ibrahim Traoré n'intervient pas comme un chef d'orchestre omniprésent, mais comme un point d'alignement. Sa doctrine d'un État bâtisseur, où armée et citoyens participent aux infrastructures, sert de modèle transférable. La souveraineté cesse d'être un discours pour devenir une méthode reproductible. Ses premiers effets restent modestes, mais ils indiquent une dynamique. Lorsque la route précède la diplomatie, la promesse se matérialise plus vite que les slogans. Reste à savoir si cette traduction locale peut s'étendre sans heurts et soutenir la trajectoire sur la durée. La séquence s'enclenche bien avant l'annonce officielle. Pendant des mois, les relations entre les régimes sahéliens et les cadres régionaux hérités se tendent progressivement. Les sanctions s'accumulent, les suspensions institutionnelles se multiplient et les canaux diplomatiques se réduisent à des échanges formels. Cette phase d'activation reste peu visible pour le grand public, mais elle prépare le terrain. Les États du Sahel, déjà engagés dans une logique d'autofinancement et de construction interne, réévaluent leur dépendance à des mécanismes perçus comme contraignants. Un premier tournant survient à l'automne 2025, lorsque le pouvoir change à Bissau. La réaction extérieure est immédiate. Condamnation, menace de sanctions, suspension des cadres institutionnels existants. Pourtant, contrairement aux attentes, le nouveau régime ne cherche pas l'apaisement rapide. Il observe, mesure et temporise. Cette attente n'est pas une hésitation, mais une phase de calcul. Les signaux en provenance du Sahel deviennent plus lisibles et la perspective d'un réalignement stratégique se précise. Le moment décisif arrive avec une série de courriers administratifs adressés aux chancelleries et aux organisations régionales. En moins d'une journée, la Guinée-Bissau annonce son retrait complet de la CEDEAO et son adhésion à l'Alliance des États du Sahel. Le choc est immédiat. À Abuja et à Accra, les téléphones crépitent, des réunions d'urgence sont convoquées, mais la décision est irréversible. Pour la première fois depuis des décennies, un État côtier quitte un dispositif régional historique pour rejoindre un bloc né au cœur du Sahel. Les répliques se manifestent sans délai. Sur le plan diplomatique, la CEDEAO perd un membre stratégique, ce qui fragilise sa continuité géographique et son poids symbolique. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la rupture ouvre un débouché maritime longtemps inaccessible. Les routes, construites à l'intérieur des terres, trouvent soudain un prolongement logique vers l'Atlantique. Cette continuité transforme une accumulation de chantiers en corridor potentiel. Dans les jours qui suivent, les réactions se multiplient. L'Union africaine appelle au dialogue, les chancelleries occidentales expriment leurs inquiétudes face à une possible fragmentation régionale. En parallèle, dans les rutes de Bissau, la population célèbre la rupture comme une libération. Des drapeaux sahéliens apparaissent sur les marchés et les slogans d'autonomie économique circulent rapidement. Ibrahim Traoré apparaît alors non comme l'initiateur direct de l'événement, mais comme le catalyseur idéologique d'un enchaînement devenu possible. Sa ligne politique, qui affirme que l'indépendance se construit avant de se proclamer, trouve ici une validation concrète. Ce qui n'était qu'une tension latente devient une bascule assumée. À partir de ce point, la question n'est plus de savoir comment la rupture a eu lieu, mais jusqu'où ces effets peuvent remodeler durablement l'équilibre régional. Au point de départ, le niveau de base est celui d'États enclavés dépendant de corridors extérieurs coûteux et instable. 2 ans plus tard, l'écart mesurable commence à apparaître. Cette transition se lit d'abord dans les infrastructures. Plus de 5000 km de routes ont été construits entre 2023 et 2025 au Burkina Faso, soit près du double de ce qui avait été financé sur une décennie entière par des bailleurs multilatéraux. Cette accélération ne tient pas à un afflux de prêts nouveaux, mais à un financement interne et à une exécution concentrée, ce qui réduit les délais et augmente la maîtrise opérationnelle. Le deuxième indicateur concerne la dépendance commerciale. En 2024, les pays de la CEDEAO ont importé pour 2,4 milliards de dollars de produits alimentaires.
Les États de l'Alliance des États du Sahel affirment pouvoir réduire cette dépendance de moitié d'ici 2030 grâce à l'intégration agricole et à la transformation locale. L'écart ici ne porte pas sur une croissance abstraite, mais sur une exposition moindre aux chocs extérieurs, car chaque unité produite localement limite le recours à des circuits longs et vulnérables. Un troisième signal apparaît dans les finances publiques. Les revenus issus des ressources minières ont progressé de 35% en 2 ans dans les pays sahéliens concernés, sans recours à de nouveaux prêts extérieurs. Cette hausse suggère une captation accrue de la valeur locale et une marge budgétaire élargie. Elle ne supprime pas les contraintes, mais elle modifie leur nature en réduisant la dépendance aux conditionnalités imposées par des partenaires externes. Ces écarts prennent une autre dimension avec l'ouverture maritime. Les services logistiques sahéliens estiment déjà des gains supérieurs à 25% sur les coûts de transport grâce à l'accès direct au port de Bissau. Chaque point de coût économisé renforce la compétitivité des exportations de coton, d'or et de bétail tout en raccourcissant les délais. La route cesse d'être un projet, elle devient une capacité utilisable. Pour Ibrahim Traoré, ces différences le constituent qu'il appelle un écart souverain, la distance concrète entre un système d'assistance et un système de production. Les données déplacent alors le débat. Elles remplacent les intentions par des résultats observables et elles permettent de comparer des trajectoires plutôt que des discours. Plus l'investissement est endogène, moins l'exposition aux leviers extérieurs est forte. Les critiques soulignent toutefois des risques persistants. Une accélération trop rapide pourrait provoquer une surchauffe budgétaire, tandis qu'une rupture institutionnelle prolongée pourrait compliquer certains échanges. Ces réserves ne sont pas théoriques, elles renvoient à des expériences passées où l'isolement s'est traduit par une contraction économique. Mais la comparaison des trajectoires récentes montre une constante. L'existence d'infrastructures financées et opérationnelles change le rapport de force initial. À ce stade, la question n'est plus celle de la faisabilité, mais celle de la capacité à maintenir ces écarts positifs dans le temps. Les chiffres indiquent une inflexion réelle, mais ils n'offrent pas de garantie automatique. Tout dépendra de la manière dont l'accès maritime sera intégré à la production locale et à la gestion des flux sans recréer une dépendance sous une autre forme. La première objection avancée par les critiques est économique. Selon plusieurs économistes africains, le retrait d'un cadre régional intégré risquerait d'isoler la Guinée-Bissau et, par ricochet, de compliquer les échanges du bloc sahélien. Plus de 70% des exportations transitaient jusque-là par des mécanismes régulés, offrant une certaine prévisibilité commerciale. Dans cette lecture, la souveraineté affichée pourrait se traduire par des coûts plus élevés, une volatilité accrue et une baisse de l'attractivité pour les investissements étrangers. La seconde objection concerne la gouvernance. L'Alliance des États du Sahel regroupe des régimes issus de coups d'État, ce qui alimente la crainte d'une consolidation durable d'un bloc des uniformes. Les chancelleries occidentales soutiennent que cette configuration fragilise la confiance régionale et substitue l'efficacité apparente à la légitimité politique. L'argument repose sur des précédents documentés où l'isolement institutionnel s'est accompagné d'une contraction économique et d'une dépendance accrue à des partenaires alternatifs. Ces deux critiques méritent d'être prises au sérieux. Le risque n'est ni abstrait ni idéologique. Il est inscrit dans l'histoire économique du continent où plusieurs ruptures mal préparées ont produit des effets inverses à ceux recherchés. Toutefois, les partisans du modèle sahélien avancent une réponse appuyée sur des faits récents. Ils soulignent que plusieurs décennies d'intégration sous tutelle n'ont pas permis de réduire durablement la pauvreté ni la dépendance structurelle. Les données disponibles montrent au contraire une hausse des revenus locaux, une baisse attendue des coûts logistiques et une mobilisation interne accrue autour des chantiers. Pour Ibrahim Traoré, l'argument central n'est pas de nier les risques, mais de les déplacer. La stabilité ne découle pas uniquement de cadres institutionnels formels, elle dépend aussi de la capacité d'un État à produire des résultats tangibles. Dans cette perspective, le débat ne se résume pas à démocratie contre souveraineté. Il oppose deux critères de légitimité, la conformité institutionnelle
et l'efficacité productive. La trajectoire sahélienne ne garantit pas le succès, mais elle remet en cause l'idée selon laquelle l'intégration héritée serait la seule voie possible. Reste à savoir si cette efficacité pourra durer sans compromis politique majeur. Ce basculement ne tient pas à un traité supplémentaire, mais à un détail longtemps sous-estimé, l'usage effectif du port de Bissau par les États sahéliens. Lorsque l'accès maritime devient praticable, la recomposition change de nature. La Guinée-Bissau transforme une alliance idéologique en continuité physique, reliant routes intérieures et façades atlantiques sans intermédiaire imposé. Ce qui paraissait réversible sur le plan diplomatique cesse de l'être sur le plan logistique. À partir de ce moment, chaque convoi qui atteint la mer renforce la crédibilité de l'ensemble. La géographie, longtemps vécue comme une contrainte immuable, devient un levier stratégique. Les projets sahéliens, auparavant vulnérables à un verrou externe, trouvent un prolongement concret. La rupture institutionnelle s'appuie désormais sur des flux, des délais et des coûts observables. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence valide une intuition stratégique ancienne. L'indépendance devient robuste lorsqu'elle repose sur des infrastructures partagées plutôt que sur des déclarations. La route n'est plus un symbole, elle devient une capacité reproductible. Dès lors, le débat se déplace. Il ne porte plus sur l'opportunité de la rupture, mais sur la manière d'en gérer les effets sans recréer une dépendance sous une autre forme. Cette révélation médiane marque un seuil. Elle explique pourquoi les réactions extérieures, aussi rapides soient-elles, peinent à inverser la trajectoire. Le corridor atlantique n'est pas un trophée politique. Il est un multiplicateur de capacités économiques et sécuritaires, déjà à l'œuvre. Les effets de l'ouverture atlantique se déclinent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même transformation structurelle. Pour les États, l'impact est d'abord stratégique. La perte d'un membre côtier affaiblit la continuité géographique de la CEDEAO, tandis que l'Alliance des États du Sahel dispose désormais d'un corridor reliant l'intérieur saharien à l'océan. Cette continuité réduit la dépendance à des ports extérieurs et renforce la capacité de négociation collective. Pour Ibrahim Traoré, elle transforme une contrainte historique en avantage opérationnel, mesurable en délai et en coût. Du côté des entreprises, le changement est immédiat dans les calculs. Les producteurs de coton, d'or et de bétail anticipent des exportations sans intermédiaires européens, avec des délais plus courts et des coûts logistiques en baisse. Les services estiment déjà des gains supérieurs à 25% sur certains trajets, ce qui améliore la compétitivité des produits sahéliens. Cette prévisibilité nouvelle encourage la signature de premiers accords logistiques avec Bissau et incite les acteurs privés à se structurer autour des axes routiers existants. Pour les citoyens, l'impact se mesure au quotidien. À Bissau, les chantiers portuaires et routiers créent des emplois locaux, tandis que des techniciens sahéliens forment de jeunes ouvriers côtiers. Dans les marchés, la circulation plus fluide des produits venus de l'intérieur stabilise les prix là où les routes sont praticables. La souveraineté prend ici la forme d'un revenu plus régulier et d'une mobilité accrue, plutôt que celle d'un discours abstrait. À l'échelle de la région, les répercussions sont plus larges. D'autres États observent l'expérience avec attention, évaluant ses coûts et ses bénéfices avant d'envisager des ajustements similaires. Les partenaires occidentaux, de leur côté, sont contraints de revoir leurs approches, les aides conditionnées ne suffisant plus à maintenir une influence stable. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'un des visages d'une réorientation qui dépasse le Sahel. Ces conséquences ne sont pas figées, elles s'additionnent et se renforcent à mesure que les flux se stabilisent. Chaque route connectée à un port, chaque contrat signé sans intermédiaire, chaque emploi créé alimente une dynamique de confiance interne. La question n'est plus de savoir si l'équilibre a changé, mais comment chaque acteur devra s'adapter à cette nouvelle normalité. Le premier scénario, dit de stabilisation, repose sur une coexistence prudente. Le corridor atlantique fonctionne partiellement, suffisant pour sécuriser les échanges essentiels sans provoquer d'escalade politique. Les usages du port de Bissau s'installent par étapes, les flux commerciaux se réorganisent progressivement et les discussions diplomatiques se poursuivent à bas bruit.
Dans cette configuration, les coûts logistiques baissent de manière mesurée, la prévisibilité s'améliore et les tensions restent contenues. La souveraineté s'exerce alors par ajustements successifs plutôt que par rupture frontale. Un deuxième scénario, d'expansion consolidée, suppose des conditions plus favorables. Les routes sahéliennes rejoignent durablement les installations portuaires, les délais de transport diminuent de façon visible et de nouveaux projets communs émergent, notamment dans l'énergie ou la transformation locale. Fort de cette dynamique, le bloc sahélien pourrait proposer une coordination financière renforcée, par exemple un mécanisme commun dédié aux infrastructures. Dans cette hypothèse, l'intégration devient proactive. Ibrahim Traoré et ses homologues s'appuient sur des résultats tangibles pour élargir la coopération et attirer d'autres partenaires africains sur une base pragmatique. Le troisième scénario, de tensions accrues, ne peut être écarté. Des sanctions ciblées, des restrictions commerciales ou des blocages diplomatiques viendraient tester la solidité du corridor. Chaque cargaison deviendrait alors un enjeu géopolitique, exposant les fragilités de coordination interne. Sans alignement étroit entre États de membres, les gains initiaux pourraient s'éroder rapidement, recréant des dépendances sous d'autres formes. Ces trajectoires ne sont pas exclusives, elles peuvent se succéder ou se combiner selon les choix opérés et les réactions extérieures. La variable clé reste la capacité à transformer l'ouverture maritime en avantage durable plutôt qu'en point de friction. Plus que de parier sur un scénario unique, l'enjeu consiste à préparer les conditions de la trajectoire la plus robuste en arbitrant en permanence entre affirmation souveraine et pragmatisme économique. Pour les jeunes urbains, notamment étudiants et techniciens, l'ouverture du corridor crée une perspective nouvelle. Les chantiers d'infrastructure deviennent des lieux d'apprentissage et d'emploi, réduisant l'écart entre formation et travail. Cette continuité offre une alternative à l'attente ou à l'émigration, en donnant une utilité immédiate aux compétences locales. La trajectoire professionnelle cesse d'être suspendue à des opportunités lointaines et se construit autour de projets visibles. Pour les producteurs et petits entrepreneurs, l'impact est plus direct encore. La réduction attendue des intermédiaires et des délais logistiques modifie la rentabilité des activités agricoles et minières. Exporter devient envisageable sans passer par des circuits longs et coûteux, ce qui renforce la prévisibilité des revenus. Cette stabilité relative encourage l'investissement local et la structuration de coopératives, permettant aux familles de planifier plutôt que de subir les aléas. Dans le quotidien des usagers, les effets passent par des détails concrets. Des routes praticables signifient des prix plus stables sur les marchés, des déplacements moins coûteux et un accès facilité aux services. La souveraineté prend ici la forme de temps gagné et de dépenses réduites, bien plus que celle de discours. Les bénéfices restent inégaux selon les zones, mais ils deviennent perceptibles là où les axes sont opérationnels. Pour la diaspora et les observateurs extérieurs, cette séquence modifie le regard porté sur la région. Le Sahel cesse d'être perçu uniquement comme un espace de crise pour apparaître comme un laboratoire de solutions endogènes. Les politiques publiques, lorsqu'elles deviennent visibles, cessent d'être lointaines. Cette proximité nourrit un sentiment de crédibilité nouvelle, fondé non sur des promesses, mais sur des usages concrets qui redéfinissent les trajectoires individuelles autant que collectives. Pour transformer l'ouverture maritime en avantage durable, une méthode progressive s'impose. Le premier axe consiste à institutionnaliser la coopération logistique. Il s'agit d'harmoniser les plans d'infrastructure, de créer un guichet commun pour les flux et d'aligner les calendriers d'entretien. Le succès se mesure par des indicateurs simples: délai de transport réduit et régularité des convois. Sans cette coordination, le corridor resterait une juxtaposition de projets plutôt qu'un système fonctionnel. Le deuxième axe concerne la consolidation de la production locale. Les unités de transformation du coton, de la noix de cajou et des minerais doivent être implantées à proximité des axes routiers et des ports. Cette proximité permet de capter davantage de valeur sur place et de limiter l'exportation de matières brutes. Pour Ibrahim Traoré, cette étape est centrale. L'accès à la mer n'a de sens
que s'il alimente une économie productive plutôt qu'un simple transit. Un troisième levier porte sur la sécurisation des infrastructures. Routes, ports et chantiers critiques doivent être protégés pour garantir la continuité économique. Les forces sahéliennes, déjà mobilisées dans la reconstruction, deviennent ainsi des garantes de la stabilité des flux. La sécurité cesse d'être un préalable abstrait et s'intègre à la gestion quotidienne des échanges. Enfin, la montée en compétences locales complète la feuille de route. Universités, centres techniques et écoles d'ingénieurs doivent coordonner leurs programmes afin de former une génération capable de maintenir et d'exploiter ces infrastructures sans dépendance extérieure. Les progrès se suivent à l'aide d'indicateurs d'autonomie, comme la part de maintenance assurée localement. Cette combinaison d'étapes transforme une rupture diplomatique en trajectoire maîtrisée. L'image qui revient est simple et persistante, celle des routes qui avancent vers la mer. À Bissau comme à Ouagadougou, le bitume relie désormais des espaces que l'histoire avait séparés. Ce rappel renvoie au premier chantier évoqué plus tôt, là où ingénieurs, ouvriers et soldats travaillaient sans attendre les sommets diplomatiques. La transformation en cours ne se limite pas à des équilibres régionaux, elle agit sur les imaginaires collectifs. Voir un État côtier rejoindre un bloc sahélien efface une frontière mentale longtemps intériorisée. Le désert n'apparaît plus comme un cul-de-sac, mais comme un point de départ. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré se distingue moins comme un chef solitaire que comme le porteur d'une méthode cohérente, articulant souveraineté et construction matérielle. Chaque route achevée, chaque port réhabilité renforce cette lecture. La constance entre discours et chantier donne une crédibilité nouvelle à une idée ancienne. L'indépendance se prouve par ce qui fonctionne. Cette idée circule sur les chantiers comme un constat forgé par l'expérience, ni slogan, ni promesse abstraite. Elle résume une trajectoire où les gestes concrets précèdent les proclamations et où la continuité vécue pèse plus que les déclarations. À ce stade, il ne s'agit plus de trancher pour ou contre un camp, ni de réduire la recomposition à un affrontement de récits. La jonction entre le Sahel et l'Atlantique pose une question plus large, qui dépasse dirigeants et institutions. Comment un ensemble d'États choisit-il ses priorités lorsqu'il reprend la main sur ses routes, ses ports et ses méthodes d'action ? Pour certains observateurs, la trajectoire évoque un retour aux fondamentaux. Produire, relier, transformer avant de négocier. Pour d'autres, elle soulève des inquiétudes légitimes sur l'équilibre politique, la capacité à durer et les compromis à venir. Ces lectures coexistent et méritent d'être confrontées sans caricature. La séquence analysée n'impose pas une réponse unique. Elle invite plutôt à mesurer la souveraineté à l'aune de ce qui est construit, utilisé et maintenu plutôt qu'à celle des promesses. La discussion reste ouverte et son issue dépendra des choix concrets, des échanges réels et des effets dans la vie quotidienne. La question finale est donc collective. Quels indicateurs faudrait-il suivre et quelles lignes rouges ne pas franchir pour juger cette trajectoire avec rigueur et sans slogan ?